Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 6 février 2024 et c'est l'épisode 352. L'image était un peu probablement historique. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a été auditionné par les sénateurs américains, mais cette fois-ci, il s'est retourné face à des parents d'enfants, enfants qui se sont malheureusement suicidés, alors que les réseaux sociaux ont joué dans ces tragédies un rôle bien identifié. Face au portrait brandi des victimes, il a présenté ses excuses avec quand même le tact du communicant que l'on pouvait attendre de lui en indiquant qu'il était désolé pour tout ce qu'ils ont dû traverser. Vous avez compris, on va parler un petit peu de régulation et de l'audition des réseaux sociaux auprès des autorités et des administrations américaines. À ses côtés d'ailleurs, il y avait d'autres dirigeants de ces plateformes, parmi lesquels le patron de TikTok qui s'est retrouvé interroger le pauvre sur des thèmes légèrement hors sujet. On va reparler de tout ça. Et puis on va parler de désinformation, de la désinformation qui reçoit depuis quelques temps un peu de renfort grâce à l'intelligence artificielle générative. Des sites entiers dont les contenus n'ont pas vraiment de sens, mais qui permettent de générer probablement de lucratifs revenus. Guillaume Poggiaspala s'est penché sur le sujet. On va se demander aussi si ChatGPT comprend ce qu'il dit avec une fois de plus l'ombre d'une AGI, intelligence artificielle générale, qui plane sur le futur de la technologie. Et puis on a aussi l'Apple Vision Pro qui est sorti. Alors il y a forcément des tests, on pourra regarder est-ce que c'est l'ordinateur spatial, qu'en disent les premiers testeurs, on se penchera sur le sujet. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, très bien, responsable du conducteur, beaucoup trop rempli manifestement, j'ai l'impression. Non, c'est très bien, c'est une émission complète. Est-ce que tu avais précommandé l'Apple Vision Pro et est-ce que tu as pu le tester Guillaume ? Non, j'en ai parlé à mon banquier qui m'a viré à coup de fusil. D'accord, bon, au moins il a été expéditif et tu mets de l'argent de côté pour les Apple Vision tout court qui sortiront peut-être dans quelques temps. On va citer Jean-Baptiste, Justin, Somerville et Miguel qui ont accepté de soutenir Tech Café sur Patreon. On leur déroule le tapis rouge comme chaque semaine et vous pouvez évidemment, vu qu'ils nous écoutez, faire comme eux en devenant un auditeur privilégié de Tech Café et en venant vous abonner à la page Patreon, patreon.com/techcafé. Pour quelques euros par mois, vous choisissez le montant sans engagement et vous contribuez à faire de ce podcast un des podcasts de référence, osons le dire, sur l'actualité des nouvelles technologies. C'est, il faut le dire aussi, c'est notre 11e saison, donc on est là depuis longtemps et c'est évidemment grâce à vous. Continuez à nous soutenir. En contrepartie, en vous abonnant à la page Patreon de Tech Café, vous profitez alors d'un flux privé et personnel qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. Et alors plus récemment, vous pouvez aussi accéder au live privé. Je le mets volontairement au pluriel, même si pour l'instant il n'y en a qu'un qui est sorti. On a fait le premier avec le thème d'Obsidian, qui est une application de prise de notes. C'est Valkan qui est venu intervenir, qui anime la newsletter en podcast La Semaine de Valkan. Et puis, je dois dire que moi, perso, je me suis régalé. Et a priori, les personnes qui étaient présentes se sont aussi régalées avec un esprit vraiment convivial de type meet-up numérique. C'était vraiment hyper intéressant sur cet outil de prise de notes qui a une approche vraiment hyper différenciante des autres. Le prochain live est en cours de préparation et il arrivera peut-être dans un mois. C'est sur patreon.com/techcafé pour avoir évidemment toutes les infos. On compte sur vous aussi pour nous déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Il y a par exemple Draco qui a déposé un avis sur Apple Podcast en disant « Auditeur de longue date, c'est toujours un plaisir de passer un bon moment avec les deux Guillaume. Des infos de qualité, de la technique, des analyses, le tout associé à une vulgarisation idéale pour pouvoir comprendre et approfondir ses connaissances de façon agréable. Une réelle complicité entre vous et la cerise sur ce beau gâteau. J'espère vous entendre encore très longtemps, sans autre forme de procès. Merci et merci à toi, Draco. Je complète ce tour de piste pour vous rappeler qu'on a besoin que vous déposiez aussi vos commentaires et vos réactions. Alors, vous pouvez le faire sur techcafé.fr. Et juste avant qu'on enregistre l'épisode, Guillaume me glissait qu'il y a un petit souci en ce moment parce qu'auparavant, les commentaires remontaient automatiquement, ceux qui étaient déposés sur techcafé.fr dans le serveur Discord, dans une rubrique appropriée. Petit souci de ma part, probablement technique, que je comblerai dans les jours à venir, ça ne remonte plus, donc on a moins de suivi. Donc continuez malgré tout à déposer vos commentaires sur techcafé.fr puisque ce sera résolu. Et évidemment, si vous voulez vous affranchir de cette page, de cette étape de dépôt de commentaires sur techcafé.fr,
vous pouvez carrément venir en direct sur Discord où nous avons aussi des échanges divers et variés sur plein d'autres sujets. C'est un espace d'échange hyper sain, plutôt familial même, je dirais. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis, vous pouvez aussi aller sur techcafé.fr/Discord, ce qui vous ramène directement à l'URL du serveur Discord de Tech Café. Sans autre forme de procès et parce que le conducteur est très complet, on a plein de choses passionnantes qu'on va pouvoir aborder ensemble. Guillaume, on commence tout de suite avec cette fameuse... Alors moi, je le représente visuellement par cette image de Mark Zuckerberg qui se retourne et qui s'adresse aux familles de victimes dans le cadre d'une audition au Congrès américain, je crois, concernant l'approche de l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants et des conséquences. Tu as suivi ça de près, je pense que c'est vraiment un marqueur qui est hyper intéressant, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grandes conclusions et de grandes actions qui vont ressortir, mais quand même, on devait se pencher sur le sujet, Guillaume. Ouais, c'était cette semaine le grand oral des PDG des principaux réseaux sociaux sur la protection des mineurs et la lutte contre la pédopornographie. Et la salle d'audience était comble avec un nombre impressionnant de familles qui tenaient des photos de leurs enfants victimes selon eux d'abus sur les réseaux sociaux et dont certains sont effectivement allés jusqu'au suicide. Donc une ambiance pas franchement très très fun, et d'ailleurs les PDG avaient pas franchement envie de venir. Ils ont bien dit qu'ils avaient piscine ce jour-là, mais bon, les sénateurs ont insisté, ils ont insisté fort. Par exemple, Evan Spiegel, donc le PDG de Snap, et Jason Citron, donc le PDG de Discord, et Linda Yaccarino d'ailleurs, donc de X, feu Twitter, ont été formellement assignés à comparaître, après avoir poliment décliné une première invitation à la fête. Et c'était d'ailleurs le premier témoignage devant le Congrès. Ils avaient vraiment pas envie. Jason Citron, il est venu qu'après que les shérifs soient allés le chercher manu militari au locaux de Discord. Bon, ça m'a fait un peu marrer, mais bon. Donc il y avait aussi évidemment Mark Zuckerberg qui est beaucoup plus à l'aise, parce que c'est carrément un habitué. Et aussi Chouchou, le PDG de TikTok, et qui est aussi le punching ball préféré de pratiquement toute la classe politique américaine. L'ordre du jour était que... l'ordre du jour, c'était que Discord, Instagram, Snap et TikTok étaient involontairement, mais voilà, dangereux quand même pour les mineurs, les enfants et les ados. Et d'ailleurs, je cite Jack Durbin, qui présidait la séance, et qui disait « Discord a été utilisé pour l'enlèvement et l'abus d'enfants, Instagram a permis de connecter et de promouvoir un réseau de pédophiles, les messages éphémères de Snapchat ont été utilisés pour extorquer financièrement de jeunes victimes, TikTok est devenu une plateforme de choix pour les prédateurs d'enfants, et la prévalence de la violence sexuelle contre les enfants sur X est accrue quand l'entreprise s'est débarrassée de son personnel chargé de la sécurité. » Bon. Et puis bien sûr, Chouchou est un espion à la solde de la Chine, et TikTok c'est un outil de manipulation et d'espionnage du Parti communiste. Voilà, bon. 75% des questions au PDG de TikTok ont porté sur ses relations avec la Chine, malgré la thématique quand même assez claire de l'audition, mais bon, on est habitué, si aucun sénateur ne le traite de sale coco à demi-mot, c'est qu'ils sont tous en train de dormir après les moules frites de midi, quoi, c'est vraiment... Non, c'est quand même un peu dommage, la seule question, pas hors sujet qu'on lui est posée finalement, c'est le nombre de gens dédiés à la modération sur sa plateforme, qui a été d'ailleurs posée par ailleurs à tout le monde. Donc c'est une audience assez théâtrale finalement. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle a beaucoup plu et qu'elle a fait un bon score d'audimat à la télé. Ça a commencé avec une phrase choc. Monsieur Zuckerberg, vous et vos collègues, vous avez du sang sur les mains. Véridique, c'est Lindsey Graham qui l'a dit. Et puis il y a des gens avec des photos, voilà, comme ça, évidemment, c'est quand même assez sensationnel. Et Mark Zuckerberg qui se lève comme ça, se retourne, fait face aux familles, et puis il leur fait ses plus plates excuses. C'est un beau moment de télévision, quand même. Evan Spiegel aussi a dit qu'il était fort désolé quand on lui a dit que via Snap, des enfants avaient eu accès à de la drogue. Linda Yaccarino s'est défendue en disant que « Oh mais X c'est une toute jeune entreprise. Elle a que 14 mois, c'est une start-up. » Oui, cette défense est probablement la plus bancale de toute l'audition. Incroyable. Bien joué Linda, vraiment bien essayé, quoi. Bon, concrètement, il n'y a rien de bien nouveau, les plateformes sont nulles et parfaitement cyniques, on le sait déjà. Les multiples lanceurs d'alerte comme Frances Haugen ou Arturo Beillard, entre autres, l'ont démontré, et puis bon, on manque pas vraiment d'exemples non plus, les vidéos pédophiles qui restent des mois sur Twitter avant d'être virées. Il y a un cas en 2020 d'ailleurs qui a été évoqué à l'audience. Les cas de deepfake porno complètement au hasard, qui se viralisent à la vitesse de la lumière. Puis bon, déjà, des problèmes avec les mineurs, des soucis de modération, des discours haineux, des campagnes de harcèlement, l'infox au-delà, donc des mineurs, il y a beaucoup de problèmes, et on en parle souvent. Beaucoup trop souvent d'ailleurs, ici même. Donc l'enjeu, c'est pas trop d'avoir des excuses de Zuckerberg en costard. L'enjeu, c'est de savoir comment améliorer les choses, et les plateformes seront toutes d'accord sur le principe. De mettre des millions pour la sécurité, le font déjà d'ailleurs, mais bon, jusqu'à présent, les résultats sont pas formidables. Et puis, il y a les aléas des reprises aussi, par d'autres propriétaires de temps en temps, donc faut pas se faire d'illusions. Elles sont toujours pas d'accord sur des points clés comme la transparence des données, par exemple. Il n'y a aucune plateforme qui s'est montrée favorable à un projet de loi qui les obligerait à rendre public plus de données.
Cette audience où les PDG se font globalement gronder par les sénateurs veut montrer surtout qu'il y a une sorte de consensus plutôt bipartisan des pouvoirs publics, des politiques, pour encadrer les plateformes. Mais c'est pas nouveau non plus, finalement, parce que des projets de loi pour protéger les mineurs, il y en a déjà depuis des années. Il y a le projet Earn It. Alors, ça va être le festival des acronymes abusifs. Donc Ah je vais vous oui, les, j'ai vu ça je vais vous passer, les c'est épargner. formidable. Non, je vais Oui, vous les allons-y. épargner. Earn C'est It, donc dommage. voilà, E-A-R-N, enfin en fait c'est un acronyme, Earn It. Voilà, donc ça c'est Earn It, par exemple, révoque la protection de la section 230 dans les cas d'abus sexuels sur les enfants. Il y a le projet COSA. COSA, c'est Kids Online Safety Act, ça c'est petit pour le faire. La COPA 2, parce que c'est une révision de la COPA qui est elle-même une loi de 98. Mais aussi le SHIELD Act, qui criminalise le partage de contenu pédopornographique. Le Stop CSAM Act, qui est plus large sur la protection de l'enfance en général. CSAM, c'est-à-dire CSAM, ça revient souvent parce que c'est Child Sexual Abuse Material. Donc le Earn It, il en est même à sa 3e itération, en réalité, comme projet de loi. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est même arrivé à un vote au Sénat. Donc ça reste des projets qui sont d'ailleurs intensément disputés sur les divers aspects, sur plein d'aspects par les lobbies, et puis les politiques eux-mêmes qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord, puisque aux États-Unis, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, de toute façon. Et bon, quand même, notablement, Linda Yaccarino a été la première à supporter le Stop Sesame Act, et elle supporte aussi le Shield Act. Aucune plateforme, par contre, est en faveur de Earn It. On ne veut pas. Et Zuckerberg propose quant à lui sa propre loi, qui rendrait les App Store responsables des problèmes. Voilà. Pour lui, ça l'arrange, donc il pose ça là, après vous faites comme vous voulez. Mais bon, disons que à ce genre de proposition, Amy Klobuchar répond que ça ne marche pas et que le temps de l'immunité est terminé. Je cite. Sauf que pour ça, il faut quand même arriver à se mettre d'accord sur quelque chose. Est-ce qu'on en est arrivé à une masse critique de mécontentement qui va pouvoir pousser à faire changer les choses, ne serait-ce que pour l'image de marque des grosses boîtes finalement, qui est quand même pas mal écornée ces derniers temps. Bon ben voilà, ça va être facile à voir dans les mois qui viennent en fait. Est-ce que cette audience spectaculaire va vraiment avoir des retombées quoi? Et on va continuer à l'occasion de cette audition, parce que Guillaume, tu voulais peut-être qu'on s'arrête un petit peu justement sur TikTok, qui s'est fait plus incriminer sur sa position de TikTok comme réseau social espion de la Chine que comme acteur problématique dans la protection des mineurs. Oui, c'est vrai, mais du coup, on peut avoir quelques news TikTok aussi comme ça, puisque TikTok essaie de Mmh. changer, il essaie effectivement de se refaire une image et il essaie de se diversifier un petit peu, et pour ça, il veut devenir YouTube en particulier. Parce que les vidéos super courtes, c'est bien beau, mais dans la vie, faut savoir prendre son temps, tu vois, et puis avoir une vue panoramique Mmh. des choses. Et donc TikTok va promouvoir les vidéos longues et en format paysage, et elles seront boostées pendant 72 heures après leur upload. TikTok avait déjà introduit des formats vraiment longs, jusqu'à 30 minutes, vraiment long pour lui, quoi, qu'il est possible de monétiser d'ailleurs en collection, en les faisant payer comme ça. Et avec le passage à l'horizontale, ça devient tout à fait évident que TikTok cherche à concurrencer YouTube directement et à passer aussi sur d'autres terminaux, parce que, bon, de toute façon, je sais pas vous, mais moi, je supporte pas de regarder une vidéo verticale sur mon PC. C'est mal, c'est un péché. Bon, TikTok qui se diversifie en faisant aussi le forcing sur le shopping, parce que bon, il a déjà étendu de manière agressive sa plateforme de commerce en ligne qu'il va interfacer avec Ouais. ses vidéos, puisqu'il sera bientôt possible de voir une démonstration, disons, d'un irrésistible gloss waterproof, et de l'acheter dans la foulée sur TikTok Shop. Et pas bêtement parce qu'il y a un lien sponsorisé par l'influenceuse ou je sais pas quoi. Non, non, parce que les items seront automatiquement repérés par les vidéos, par une IA probablement, et qu'il sera possible de rechercher directement des analogues dans le magasin. Alors ça marcherait sur n'importe quelle vidéo du coup, on n'arrête pas le progrès. Amazon c'est ringard, mais d'ailleurs dites-vous-le, Amazon c'est le passé, puisque l'avenir c'est Amazon fusionné avec un réseau social, c'est-à-dire TikTok. Et voilà, c'est ça que veut devenir TikTok. Youpi, c'est ça dont on avait besoin. TikTok compte vendre pour 17 milliards et demi de produits, donc par le biais de son shop cette année. Donc c'est leur objectif, on va voir s'ils l'atteignent. Et donc il a de quoi rebondir de ce petit coup dur quand même, parce que TikTok, il faut le dire aussi, vient de perdre les droits d'Universal Music. En particulier donc de Taylor Swift et Drake. Or, le label... Alors pourquoi? Alors évidemment, on peut se dire... Évidemment, les deux disent que c'est l'autre qui fait des trucs pas bien, mais bon. Le label cite des inquiétudes en ce qui concerne les remakes IA de musique qui prolifèrent, mais aussi les discours haineux sur le harcèlement contre les artistes, etc. Voilà. Et puis bon, les rémunérations aussi de ces artistes. Et donc Universal a refusé ce qu'il considère être un mauvais deal, un contrat défavorable, alors que TikTok, lui, il s'est dit désolé de voir un label mettre ses intérêts au-dessus de celui des artistes. Paf, en les privant de l'audience d'un réseau social fort d'1 milliard d'utilisateurs. Bon, écoute... Donc voilà, écoute, je sais pas, Taylor Swift est partie de TikTok, donc TikTok n'a plus Universal. Est-ce qu'il va mourir? Non, sans doute pas, mais bon. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs au passage, c'est que YouTube, à l'inverse, se TikTokifie un petit peu en répandant les shorts.
Donc, il y a une espèce de convergence comme ça dans la concurrence des plateformes vidéo qui est assez intéressante, on peut le dire comme ça. On continue, Guillaume, en matière de législation et d'encadrement des services numériques. Puisqu'on parle de Taylor Swift, on peut rapidement évoquer un projet de loi qui vient d'être mis sur pied, comme on dit. Moi, j'imagine le projet avec ses petits pieds tout maladroits comme ça, pour lutter contre les deepfakes sexuels. C'est le Defiance Act. Alors, défiance, évidemment, c'est un acronyme. Allez, celui-ci, on se le fait. Attention, accrochez-vous. C'est vrai, ça en fait plus. C'est le Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits. Donc en gros, vous permettre un recours contre les fausses images d'une personne qui sont faites contre sa volonté. Le projet a été introduit par 4 politiques, des deux bords, donc républicains et démocrates, et il porte donc sur tout type de faux. D'ailleurs, le moyen n'est pas précisé. Dès que c'est une image qui est suffisamment réaliste, que tu aies utilisé Photoshop, Stable Diffusion ou un ciseau avec un catalogue des 3 Suisses, ça change rien. Ça existe encore d'ailleurs, les catalogues des 3 Suisses en papier, je sais pas, sûrement. Oh oui. Ah, en papier, pas sûr, pardon, j'ai rien dit. Mais bon, probablement. Mais bref, là encore, c'est pas complètement la première tentative sur le sujet. On avait déjà eu le No AI Fraud Act, qui avait fait des vagues parce qu'il était d'ailleurs trop général. Il avait un spectre trop large. Il faudrait voir d'ailleurs dans les défiances, dans les détails, ce que fait la défiance, là. Les défiances. Parce que voir s'il remporte d'ailleurs suffisamment l'adhésion de tout le monde. Bon, c'est que la question des photos trafiquées se pose petit à petit pour toutes les photos, finalement, hein. N'oublions pas que tous les téléphones appliquent moult traitements sur les images avant de les afficher, et de plus en plus, on pourra carrément modifier profondément, directement, le contenu de l'image sur l'appareil. Avec autant de facilité qu'en recadrage, on pourra complètement changer le contenu d'une photo, déplacer les gens, en effacer, etc. Et tout ça, ça pose des vraies questions éthiques, au sens large. Alors, pas tout le monde, il y en a qui ne brassent pas trop d'éthique, puisqu'il y a un représentant de Samsung qui considère de toute façon qu'il n'existe pas de vraies photos. Et que donc, IA générative ou pas, c'est pareil, c'est juste un pas de plus. L'IA générative du S24, c'est juste une étape de traitement parmi d'autres. Des propos à méditer. Ça l'arrange bien, mais ça l'arrange bien, mais dans le fond, en fait, si tu prends les choses un peu au pied de la lettre, ça doit à peu près se vérifier, quoi. C'est-à-dire ça dépend ce qu'on entend par vraie photo, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de photo qui représente de manière objective et directe la réalité, puisque nécessairement ça passe par des artifices d'interprétation. C'était déjà vrai. C'était déjà vrai. Exactement, c'était déjà vrai. La nature même de l'appareil photo fait que c'est compliqué de reconnaître que c'est la représentation fidèle de la réalité, quoi. Bien sûr, sauf que le truc, c'est que entre une photo qui représente quelqu'un et une photo qui représente quelqu'un qui dans une situation où il n'a jamais été. Bon, après, il y a une question d'interprétation derrière. Mais c'est intéressant parce que justement, jusqu'où cette interprétation est importante. Puisque si on considère que toutes les photos sont fausses, sont des faux, de toute façon, par rapport à la réalité, c'est une question d'interprétation du contenu, du coup. Tu vois. Et bon, alors, dans le cas des deepfakes porno, je pense que le consensus est quand même plus facile à atteindre sur le problématique du contenu. Tu vois, j'ai l'impression. Mais bon, tous les projets de loi, comme tous les projets de loi, de toute façon, le Defiance Act, il a encore un long chemin à parcourir quand même sur ses petits pieds menus, avant de se dresser fièrement devant le Congrès pour un vote éventuel qui lui permettra de prendre son envol, parce que je continue dans les métaphores faciles, j'aime la facilité. Mais oui, mais après tout, quand c'est facile, c'est naturel aussi. On termine cette rubrique dite et intitulée de pression sociale avec Elon Musk qui semble rencontrer quelques difficultés. Guillaume, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les finances du patron de Tesla? Quand même, peut-être, parce que si c'était pas une histoire à 56 milliards de dollars, ça pourrait être une anecdote très marrante. C'est une somme. Un petit porteur Tesla qui possède en tout et pour tout 9 actions a réussi à gagner un procès contre Tesla, en particulier contre la décision de son conseil d'administration d'octroyer en 2018 un gros bonus donc à Elon Musk s'il atteignait certains objectifs de je sais plus combien de milliards de dollars de valuation boursière de plus pour l'entreprise. Alors il a porté plainte devant la cour du Delaware le 30 janvier, la juge McCormick a rendu son verdict. Le conseil d'administration de Tesla n'a pas agi dans l'intérêt de l'entreprise. Donc il n'y a pratiquement aucune preuve qu'il y ait eu une négociation. Le conseil et ceux censés décider de sa paye, de la paye d'Elon, entretenaient des liens étroits avec lui. Donc il y avait des petits problèmes comme ça de conflit d'intérêts, comme de toute façon, faire monter l'action de Tesla, c'était déjà dans le plus grand intérêt d'Elon Musk, qui possédait déjà à l'époque 21,9% des parts. Était-il nécessaire de le motiver avec un bonus aussi absurdement énorme que 56 milliards de dollars? Eh ben non, c'est la conclusion du juge. Que Musk peut encore contester un appel par ailleurs, un coût assez conséquent pour lui, qui perd un gros paquet de pognon, alors que X continue à lui coûter un rein par an.
Et même pour Tesla, dont la crédibilité du board d'ailleurs est un petit poil écornée. En réponse, Musk tweet qu'il faut jamais enregistrer sa boîte dans l'état du Delaware, en oubliant qu'il l'a fait justement comme tout le monde pour profiter d'une fiscalité très avantageuse. Mais bon, comme cet État n'a pas le bon goût d'être toujours systématiquement d'accord avec lui, il envisage très sérieusement de déplacer le siège de Tesla au Texas. Sa nouvelle terre de cocagne, hein, vraiment, clairement, le Texas, il adore. Faut dire que le juge en question, Kathleen McCormick, c'est aussi celle qui l'a obligé à racheter Twitter à l'époque où il voulait laisser tomber et s'éviter ce qui allait devenir une énorme source d'emmerde. Pas étonnant que le Delaware, hein, même avec ses belles plages et ses crabes bleus, ne soit plus trop sa destination préférée sur TripAdvisor, quoi. On verra si Elon Musk a le courage de faire les cartons. On peut miser sur le fait que c'est probable. On ne sait pas sous quelle échéance. On verra comment ça se passe. Mais on va le laisser à ses prérogatives et puis on va changer un petit peu de rubrique en continuant notre exploration de l'actu tech. Et comme je vous le disais en intro, il y a un phénomène qui se passe qui est assez rigolo, inquiétant, curieux, original ou parfois peut-être selon les regards assez décevant. C'est celui du contenu généré par intelligence artificielle qui n'est là pas pour servir l'objectif d'informer, mais bien pour pondre du contenu et y associer des méthodes de rémunération. Guillaume, tu t'es un peu plongé dans ce sujet. Écoute, sur l'impulsion d'un article de Vice, je suis tombé dans une spirale de contenu génératif qui n'existe vraiment que pour habiller des liens sponsorisés et affiliés, et c'est terrifiant à plein d'égards. Hein. Et ça commence par un site de cinéma qui s'appelle Motion Picture Magazine. Et avant, il y avait Allociné, maintenant, il y a Halluciné. Motion Picture Magazine, il est illustré à 95% au moins, hein, j'ai pas fait le truc comble, enfin, les statistiques vraiment, mais ça doit être à 95% au moins d'images faites au Midjourney, et 99% au moins de textes générés par ChatGPT, avec des articles qui ont une nette préférence pour le chiffre 5. Ouais. Et oui. Pas des visuels incroyables, à la hauteur d'ailleurs des articles qui les accompagnent. Hein. Oui, c'est pas ouf. Oui, complètement, c'est assez cohérent. Et effectivement, ces 5, il y a 5 faits choquants révélés, 5 secrets incroyables, 5 machins inconnus. Ça en est à mourir de rire. Parfois, il y a une autre variation, c'est 7 secrets fous derrière F-Movies. Et d'ailleurs, c'est quoi F-Movies ? C'est un site de streaming illégal sur lequel vous pouvez voir des films Netflix, par exemple. Dans l'article en question, on retrouve la même structure que sur tous les autres. Une vidéo YouTube random, sans valeur ajoutée, de moins d'1 minute. Un texte très long et très creux avec plein de bullet points et des images génératives complètement sorties du chapeau. Une affiche du film Ça, la tête de Batman, enfin bon, un truc random. Et c'est comme ça pour des dizaines et des dizaines de sujets, jusqu'au non-sens complet. Ça en devient fascinant. Par exemple, il y a un article sur les 5 secrets de EFO. C'est quoi EFO ? J'en ai aucune idée. Le site non plus. Mais ça n'empêche pas de pisser 2000 mots dessus. C'est génial. Donc on a pêle-mêle un disque sur Amazon Music d'un dénommé Hugues EFO, une vidéo de 2 rappeurs EFO Cross Bobo, une image d'huile d'olive, un tableau avec des prix de caméra et d'accessoires vidéo, une vidéo d'un autre rappeur qui s'appelle Doudou, un lien pour acheter un bonnet J-Star Raw, probablement contrefait, une image de miel, tout ça dans le même article sur EFO, et plusieurs paragraphes. Il n'y a même pas d'effort. Il n'y a même pas d'effort pour faire croire que ça a du sens. Non, mais c'est fabuleux. Il y a plusieurs paragraphes sur l'impact d'EFO sur l'industrie tech. C'est le sommet total et absolu du discours, rigoureusement vide et creux. C'est du contenu sans aucun contenu. On prend des mots au hasard, et on demande à ChatGPT de pisser 4 pages dessus, qu'on illustre à l'arrache avec un générateur d'images quelconque. Tout ça est censé habiller des liens vers des produits Amazon produits en Chine à la demande, probablement. Et le plus fabuleux, c'est qu'il y a aussi des articles sur des stars, qui sont tout aussi artificielles et qui sont illustrés par des images synthétiques de ces stars, qui vont elles-mêmes se retrouver dans des recherches Google. Et aujourd'hui, si vous cherchez une image d'une star comme Zendaya ou Tom Hanks, ou John David Washington, vous pouvez tomber sur des images artificielles d'eux, parce que ce genre de site est indexé et optimisé pour. Donc Motion Picture Magazine, déjà en lui-même, il est complètement affolant. Mais en fait, ils sont toute une équipe. Il y a Reactor Magazine, Paradox Magazine, lui il fait dans le lifestyle, avec un schéma et des articles absolument identiques. Les meilleurs hôtels à Londres, 5 perles incroyables. Un article, d'ailleurs, qui est à mourir de rire, le truc sur les hôtels à Londres, parce que la cover de l'article, elle est incroyable. C'est une rue cossue londonienne avec des appartements de luxe. Et au premier étage, il y a un arbre centenaire qui pousse sur le balcon. Il n'y a pas besoin de regarder les détails, là, comme avec les images de Zendaya, c'est vraiment... Pas besoin de compter les doigts. Ouais, là on sait où on est, quoi. On est en enfer. Il y a une quantité de fausses stars sur Motion Picture Magazine, des gens qui n'existent pas, mais dont on te parle pendant 5 pages. Mais on s'en fout, le contenu ne compte pas. C'est du web fait par des robots, principalement d'ailleurs lu par des robots.
Et tout ça a une présence sur les réseaux sociaux. La page Facebook de Paradox montre des images artificielles de George Clooney, avec des photos qui illustrent des séries, qui sont d'ailleurs des faux grossiers, pas foutus de montrer des gens avec le bon nombre de bras. Hein, donc c'est quand même... Tout ça est monstrueux. Monstrueux comme ces images où il n'y a pas le Au bon sens nombre de bras. littéral du terme. En surface, ça a l'air vrai, mais sois un minimum attentif et tout devient déformé, et du coup étrange, malsain. Mais c'est le futur, apparemment. C'est écrit sur Loaded Media, c'est The Future of News. Un site généraliste qui se permet d'avoir des onglets culture et santé. Il y a une section qui te permet de te conseiller sur des marques d'antibiotiques et des purificateurs d'air à des sextoys. Tout ça avec des fausses images mal faites de défilés de godemichés géants dans un carnaval. C'est très perturbant. Tout est faux. Même la photo du siège de Loaded Media est fausse. Tout est faux. Google affirme utiliser l'IA pour... affirme que utiliser l'IA pour faire ça, pour générer du contenu qui abuse le système, c'est du spam. Donc ça tombe sous sa règle contre le spam. Mais il va y avoir du ménage à faire, parce que là, moi j'ai peur qu'à l'avenir, on est encore beaucoup plus à scroller encore que maintenant pour tu sais, le nombre de résultats merdiques que tu as avec la moindre recherche YouTube, Google. Là, t'imagines le nombre de trucs supplémentaires qu'il pourrait y avoir si ce genre d'horreur se généralise, quoi. La question qu'on tend à se poser, c'est s'ils font ça, c'est que ça fonctionne. Et je m'interroge aussi sur les modèles économiques qu'il y a derrière. Le truc, c'est que, justement, le fait que tout soit quasiment automatisé, ça rend le prix du déploiement de ces merdes beaucoup plus faible. Et donc, le seuil de rentabilité est beaucoup plus bas. C'est ça le gros problème. C'est tellement peu cher qu'il suffit qu'il y ait quelques misérables clics malencontreux, hasardeux, bien placés pour que ça justifie la rentabilité du dispositif. C'est ce que tu veux dire? Malheureusement, oui. Quel enfer. Bon, écoute, je ne sais pas si c'est une vision de l'avenir ou si au contraire c'est un point d'alerte qu'il va falloir prendre en considération, mais quoi de neuf, Guillaume, du côté des journaux traditionnels? Notamment, il y a une action du côté du New York Times pour s'organiser, pour bosser avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est quoi le futur des news? Je sais pas, et le New York Times semble pas être sûr non plus finalement, parce que le New York Times, il a interdit aux robots d'OpenAI et de quiconque d'ailleurs veut entraîner une IA d'extraire ces données de son site. Après avoir attaqué aussi OpenAI et Microsoft en justice pour avoir utilisé ses articles de presse pour intéresser GPT, voilà que le journal veut se mettre à expérimenter avec de l'IA, lui aussi. Alors laquelle? On ne sait pas, mais le Times veut quand même engager des ingénieurs en machine learning, et 2 journalistes d'ailleurs, pour créer une sorte de salle de presse IA. Ils seront censés travailler avec d'autres équipes et développer des prototypes qui pourront ensuite rentrer en production, je cite, sous la supervision, toujours, de journalistes humains. C'est Zach Seward, qui a été récemment recruté par le journal, pour diriger tout ça, et il assure que le contenu, lui, restera toujours à la charge du rédacteur humain. Donc on ne sait pas précisément finalement comment le Times compte utiliser l'IA. Pour faire quoi? Pour filtrer, pour aider à la rédaction, pour illustrer des articles, voilà, pour la recherche, je sais pas clair. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de probant en termes d'hybridation, journalisme traditionnel et IA. Tout ce qu'on a vu, c'est affreux. Enfin, je veux dire, pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est des productions de qualité extrêmement faible, voire nulles, ou carrément du spam, comme on vient d'en parler, quoi. Donc, on attend de voir. Il y a un enjeu majeur ici, parce que quand on voit les écosystèmes de sites comme celui de Loaded Media, on peut s'inquiéter. Ça a beau être du spam généré automatiquement au kilomètre, mais il y a quand même des gens qui peuvent y aller, qui peuvent le lire, des gens qui peuvent tomber dessus et penser que c'est pas juste du spam. Au fur et à mesure que les outils IA s'améliorent, ça va devenir de plus en plus fréquent et ça va devenir de plus en plus convaincant. On a déjà parlé de cette chaîne de TV américaine qui va diffuser des présentateurs synthétiques et qui va illustrer ces sujets avec des images ou des vidéos génératives. Ça va aussi devenir mainstream tout ça, tu vois. Et en d'autres circonstances, j'aurais trouvé ça très cool et intéressant. Mais par exemple, je viens de voir cette semaine que le LCM vient d'arriver pour la génération vidéo. Alors pour le dire vite, le LCM, c'est une technique qui permet de générer des images, donc de faire des images génératives 5 fois plus vite que la normale. C'est une technique d'accélération pour produire des images génératives beaucoup plus vite. Et la technique vient d'être adaptée aux générateurs vidéo qui parlent carrément de 25 fois de calcul en moins pour produire le même clip. Des clips dont la qualité reste très acceptable par ailleurs. Et c'est génial. Mais après avoir été traumatisé par Motion Picture Magazine et Paradox, tout ce que je vois maintenant, c'est encore plus d'articles de merde illustrés avec des vidéos monstrueuses cette fois, tu vois. Donc, je sais pas. Ces sites ont pris ma joie de vivre, ils ont pris mon innocence. C'est horrible. On sent ton cri d'alerte, Guillaume, mais qui ne concerne hélas pas que les médias, parce que c'est le cas dans plein de domaines, y compris les autorités nous alertent sur la recrudescence des contenus générés par intelligence artificielle, y compris dans le domaine de la pédopornographie. Oui, alors on va encore faire un sujet sur les problèmes, mais promis, après on passe à des rubriques moins anxiogènes, je crois. On commence d'où avec la découverte d'un site qui s'appelle OnlyFake, qui propose de casser le marché de la fausse identité en proposant des pièces d'identité générées par IA, complètes avec photos réalistes, pour seulement $15.
une affaire qui risque de faire exploser du coup les usurpations d'identité un petit peu partout. Et d'ailleurs, par ailleurs, il y a le South China Morning Post qui relate l'histoire d'une banque à Hong Kong qui a perdu 25 millions de dollars suite à une arnaque mettant en scène des clones synthétiques de son directeur financier et de plusieurs employés. Et en fait, ces gens-là, enfin ces faux gens-là, ont demandé pendant une visioconférence, de transférer des fonds. C'est la première fois qu'on a une arnaque qui reproduit l'apparence et la voix de plusieurs personnes réelles dans une conférence vidéo et qui aboutit à des dommages aussi importants. Et bon, enfin, pour évoquer encore un domaine où l'image générative pose un souci sérieux, c'est que de plus en plus de monde, apparemment, génère du faux porno infantile. Et que ça a des répercussions sur la police, qui se retrouve surchargée de plaintes et de cas dont elle ne sait pas forcément quoi faire. Et apparemment, ça a aussi une influence sur les pédophiles eux-mêmes, parce que plutôt que de photographier directement du contenu sexuel d'un mineur, ce qui est hyper dangereux, ils vont désormais chercher à prendre des photos d'enfants à la sauvette pour nourrir une IA qui générera le contenu explicite. C'est d'ailleurs comme ça que les flics ont arrêté un gars dont le téléphone était plein de contenu pédophile artificiel, qui avait été généré par une IA. Les experts s'attendent à une explosion des cas, et c'est un phénomène qui touche les plateformes aussi, bien entendu, qui sont déjà d'une efficacité pas incroyable, malheureusement, sur le sujet. Donc c'est encore un souci lié à la production d'images génératives non consensuelles, un truc qui a fait les gros titres, évidemment, avec Taylor Swift la semaine dernière. Et bon, globalement, on va dire, hormis l'éducation, évidemment, l'éducation, mais ça, c'est un vaste sujet, il y a globalement 3 réponses à ce problème d'images génératives non consensuelles. La première étant la plus évidente, finalement, c'est la régulation, c'est la loi. Donc faire des lois qui interdisent de le faire, et qui sont aussi dissuasives, et qui donc sont sous-entendues, soient aussi appliquées. Mais c'est pas si simple. Mais bon, en tout cas, c'est une possibilité. Le deuxième moyen, c'est le watermarking, c'est-à-dire marquer les images pour qu'on puisse les reconnaître automatiquement par des algorithmes. Et c'est loin d'être simple, c'est loin d'être parfait, mais c'est vrai qu'avoir un moyen robuste de détecter immédiatement si une image est synthétique, c'est déjà un grand pas de fait. Parce que détecter du contenu sexuel, par ailleurs, on le fait assez facilement avec d'autres modèles IA, par ailleurs. Donc en combinant les deux, les deepfakes porno deviennent détectables automatiquement et à grande échelle. Donc on peut traiter les campagnes de masse et éviter la viralisation, etc. On sait très bien que c'est difficile de faire des algos qui soient parfaitement robustes, avec des marquages qui soient donc difficiles à enlever, mais si une majorité d'acteurs jouent le jeu, ça peut être un premier filtre qui est à peu près efficace. Dans ce domaine, d'ailleurs, les grosses boîtes ont déjà des solutions. Alors on avait parlé de SynthID de chez Google, pour les images par exemple. Et tout récemment, Facebook vient de sortir aussi un algorithme de watermarking robuste pour l'audio, qui s'appelle AudioSeal. Donc l'audio, elle est souvent oubliée finalement quand on parle de ce genre de truc, de deepfake, de clone, mais en réalité, c'est très utile pour l'usurpation d'identité, de cloner les voix. C'est aussi un problème majeur, et on l'a vu d'ailleurs avec la fausse campagne de Biden, la fausse campagne téléphonique dont on a parlé la dernière fois. Et enfin, le dernier moyen d'endiguer le problème, donc encore une fois partiellement, c'est de protéger les données elles-mêmes. Et c'est possible avec des techniques comme Nightshade, dont on a parlé il y a peut-être un an, et qui vise à empoisonner les images. Nightshade va très très légèrement modifier une image de manière à ce que ce soit imperceptible pour nous, ou quasiment, mais qui soit au contraire très très perturbante pour une IA. Nightshade est dans la lignée de projets plus anciens, comme Fox ou encore PhotoGuard, qui perturbent donc les IA comme ça pour la reconnaissance ou pour la génération. Nightshade, donc depuis un an, depuis qu'on en a parlé pour la première fois, c'est devenu un logiciel gratuit qui peut être téléchargé là tout de suite par tout le monde, pour protéger ces images et les empêcher de nourrir une IA générative. Alors qu'il est dispo que depuis une semaine, il a déjà été téléchargé 250 000 fois, ce qui témoigne d'un large engouement des artistes à protéger leurs œuvres. Et il y a aussi un autre outil qui protège les styles, cette fois, qui s'appelle Glaze, et qui sera sans doute intégré à Nightshade d'ailleurs dans un avenir proche. Donc c'est un outil qui ne sert pas que pour les artistes en réalité, parce que si toutes les images de votre tronche que vous postez sur internet sont passées à la moulinette de ce truc-là, vous êtes sûr qu'aucune IA ne pourra vous reproduire en train de faire des choses avec un mouton, ou quoi que ce soit. Alors, aucun de ces 3 moyens n'est idéal, c'est sûr. Les lois, il faut les faire passer, il faut les faire appliquer. Le watermarking, il faut que tout le monde l'utilise. Et les boucliers comme ça, la Nightshade, ils peuvent pas être utilisés de manière vraiment systématique par tout le monde. En particulier, les célébrités ne maîtrisent pas toutes les images d'elles qui circulent sur le net, loin de là. Donc c'est difficile, et même pour le commun des mortels d'ailleurs. Donc rien n'est idéal, mais c'est un peu comme avec le Covid. C'est le principe du gruyère. C'était ça donc on disait. Ouais, j'aime beaucoup ton image. À force de mettre des couches de protection avec des trous les unes sur les autres, on a quand même moins de chances de tomber malade, quoi. Ouais, effectivement, chacune des solutions à elle seule ne suffit pas, mais en rajoutant les solutions les unes en complémentarité avec les autres, au final, on contribue à lutter contre le problème. Et il y a pas de solution miracle, vous l'avez bien évidemment compris.
Bon Guillaume, on va continuer comme on a l'habitude de le faire grâce à toi. On va continuer de se pencher sur cette espèce de question qu'on est nombreux et nombreuses à se poser sur la compréhension et le caractère réellement intelligent de ces modèles de langage et de ces intelligences artificielles, notamment intelligence artificielle générative. Tu as commencé à te réapproprier des éléments qui permettent d'essayer d'arbitrer la question: est-ce que ChatGPT comprend ce qu'il dit? Vraie question, hein. Oui, c'est vrai que depuis qu'il est sorti, depuis que les ChatGPT combien ils sont sortis, c'est une question sur laquelle même les experts en fait sont pas d'accord. Est-ce que les chatbots qui utilisent des modèles de langage comprennent ce qu'ils racontent? Tout le monde a son opinion dès le début. Disons qu'on a eu le compte du nom avec le terme perroquet stochastique, hein, que l'on doit d'ailleurs à la chercheuse Emily Bender. C'est un terme qui... C'est un peu ta position d'ailleurs, globalement, Non. si tu devais orienter les... Non? Ah, Non, d'accord. mais le Intéressant. truc c'est que c'est Ok, pas... ok, ok. C'est justement... Ah, C'est parce que ce terme, en fait, semble sous-entendre que le chatbot ne comprend rien à ce qu'il dit, qu'il répète juste des mots de manière stochastique. C'est-à-dire, bah oui. stochastique, ça veut dire au hasard, mais selon une loi de Mm. probabilité qui est donnée, qui est imposée. Ça donne illusion, Mais quoi. pour le coup, techniquement, Emily Bender a parfaitement raison, parce que c'est exactement ce que font les modèles de langage. Bah oui. Ils donnent des C'est ce que probabilités, j'ai et retenu, les quand même. chatbots sortent les mots en fonction de ces probabilités. Ce sont donc techniquement des perroquets stochastiques. Seulement, est-ce que c'est contradictoire avec le fait qu'ils puissent comprendre, dans une certaine mesure, ce qu'ils disent, c'est-à-dire le sens des mots, qu'ils puissent avoir des compétences linguistiques? On peut pas nier que les chatbots évolués comme ChatGPT ont des compétences linguistiques. En pratique, c'est facile de voir que si on leur demande de donner des synonymes, des antonymes, d'analyser les sentiments présents dans un texte, de faire des métaphores, ils savent le faire. Ils peuvent adopter des tons, ils peuvent suivre des thématiques, ils savent faire tout ça. Et donc, sans rien supposer de leur fonctionnement interne, hein, on peut tester, et juste par le résultat simplement, que ça marche. Des compétences de ce type, des compétences linguistiques, ils en ont des centaines. Alors c'est regroupé par les zoologues des compétences linguistiques, hein, qui cataloguent les aptitudes qui sont d'ailleurs assez émergentes de ces modèles. Et ça peut être des trucs assez abstraits. Par exemple, utiliser une métaphore, c'est assez abstrait, ou bien lui demander de faire un raisonnement logique simple, ou bien de donner une fausse piste. Tu vois, tout ça, ça peut être des trucs qui sont quand même d'assez haut niveau, quoi. Et le truc, c'est que si tu prends ces aptitudes indépendamment, et que tu demandes au chatbot d'en utiliser une, tu peux toujours te dire qu'il va te ressortir un bout de texte qu'il a vu dans son immense base de données d'entraînement, Faire illusion. et qui va l'aménager un petit peu pour la régurgiter en l'adaptant au contexte que tu demandes, et voilà, ça c'est bon, quoi. Il a fait le taf. Et ça, c'est la vision qu'on aurait d'un perroquet stochastique, c'est vrai. Mais si tu lui demandes une combinaison d'aptitudes, si tu lui demandes d'écrire un texte qui utilise et un raisonnement logique, et une métaphore, et une fausse piste, le tout dans un texte court, sur une thématique imposée, et qui doit à l'arrivée avoir un sens quand même, quelle est la probabilité que cette combinaison linguistique soit présente dans le set d'entraînement? Elle devient de plus en plus faible au fur et à mesure que tu empiles les contraintes. Et rapidement, elle devient infime. Il devient quasi impossible que le modèle ait lu des compositions de 5 aptitudes simultanément, en plus en nombre suffisant pour juste les régurgiter, pour apprendre à les régurgiter, quoi. Donc, s'il est capable de composer un texte avec toutes ces contraintes, c'est qu'il comprend les mécanismes linguistiques sous-jacents, dans une certaine mesure. C'est plus de la simple répétition. Un exemple, on lui demande d'écrire 4 phrases sur le thème du duel, qui démontrent 4 compétences linguistiques. Se trouver des excuses, faire une métaphore, un syllogisme, et avoir une connaissance physique de base. Et GPT-4, quand tu lui demandes ça, il dit « Ma victoire dans cette danse avec l'acier, donc métaphore, est aussi certaine que la chute d'un objet au sol, donc physique élémentaire. En tant que duelliste de renom, je suis par nature agile comme la plupart des gens de ma réputation. » Bon, syllogisme à l'arrache, j'imagine. « La défaite, elle n'est possible qu'en raison d'un champ de bataille inégal et non de mon incapacité. Se trouver des excuses. » Et c'est pas si évident de faire ça, finalement, même pour un humain. Hein. D'autant qu'on demande un texte court, 2-3 phrases. L'idée, c'est d'une part de faire un nouveau type de test pour évaluer les modèles de langage. Donc les auteurs, donc c'est des auteurs de chez DeepMind et Princeton qui ont mis au point une nouvelle méthode qui s'appelle SkillMix, qui part de ce principe. Et donc en fait c'est une nouvelle forme d'évaluation. Et cette forme d'évaluation, elle prouve aussi que l'image du perroquet stochastique est réductrice. Au plus le nombre de compétences demandées en simultané augmente, au plus la probabilité que ça se trouve dans le set d'entraînement dégringole vite. Et à partir de 5, c'est virtuellement impossible. Or, GPT-4 est capable de répondre correctement aux demandes dans une bonne proportion de cas avec jusqu'à 6 compétences simultanément. Et d'un point de vue purement combinatoire, ça peut pas être du rabâchage ou du remix. Les phrases produites sont vraiment nouvelles. Ce sont des créations propres d'un modèle qui donc comprend d'une certaine manière ce qu'il écrit. Et puis, puisqu'on y est, du point de vue de SkillMix, quels sont les meilleurs modèles? Alors GPT 3.5 Turbo atteint 5 compétences simultanées,
Malheureusement, la plupart des modèles open source plafonnent à 4, voire 2-3 pour les plus petits. Et ça indique aussi que les benchmarks qu'on trouve un petit peu partout sont pas forcément fiables parce que voilà, c'est une autre manière d'envisager l'intelligence entre guillemets du modèle. GPT-4 qui va jusqu'à 6 et d'ailleurs nettement au-dessus du lot. Donc il y a aussi un autre article des chercheurs de chez Apple d'ailleurs qui testent des modèles sur leur capacité de compréhension du contexte, en leur posant des problèmes, des tâches qu'ils doivent faire comme comprendre les co-références, c'est-à-dire à qui se réfère en pronom dans un texte, ou bien à synthétiser des informations sous format JSON par exemple à partir d'un dialogue, ou encore à résumer un tout petit, un texte en une seule requête. En fait, ils évaluent même l'impact de la compression sur la compression du contexte, tout ça. Donc, si tu veux, il y a quand même un certain nombre d'arguments en faveur de l'existence d'un niveau de compréhension par les modèles de langage de ce qui est écrit. Alors, et surtout les gros en particulier quand même. Et de manière assez intéressante aussi, il semble que le nombre de compétences linguistiques d'un modèle augmente de manière assez régulière avec leur taille. Un modèle qui est 10 fois plus gros aurait 2 fois plus de compétences qu'un modèle donc 10 fois plus petit. Alors, est-ce que c'est inquiétant, excitant tout à la fois? Est-ce que ça remet en perspective vos opinions sur les modèles de langage et puis sur la poursuite des AGI, de ces intelligences artificielles généralistes? Bon, je sais pas, mais en fait, c'est pas forcément contradictoire de dire que quelque chose est prévu pour faire une tâche simple et qu'il est en fait capable de montrer, si tu veux, des comportements sophistiqués qui supposent des structures complexes sous-jacentes. Parce que, en fait, même si tu demandes quelque chose qui est en apparence simple, le réaliser est parfois d'une complexité extraordinaire. J'ai quand même l'impression qu'on oppose deux notions qui me semblent très opposées et qu'il y a peut-être un éventail de nuances entre les deux. Entre la compréhension, sous-entendu la compréhension, vraiment l'analyse de ce qu'il fait, qui me semble être peut-être exagérée, et le comportement d'un perroquet stochastique. Est-ce que finalement on n'est pas en train juste de répondre à une vision des choses qui serait plus nuancée des choses? Parce que tu vois, en fait, quand on pose la question de ChatGPT, comprend-il ce qu'il dit? On sous-entend des choses qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Voilà, au sens humain. Exactement, au sens humain. Exactement. Alors qu'en réalité, là, c'est pas vraiment, on n'est pas en train de dire qu'il pense comme un humain. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il a des compétences linguistiques qui vont au-delà du simple remix de ce qu'il a vu. Exactement, je comprends. Très bien. Je comprends tout à fait. Alors du coup, Guillaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que si on tire le trait, on peut imaginer avoir une AGI très prochainement. Répondons à cette question une bonne fois pour toutes, enfin. C'est ça l'idée. Guillaume. Alors moi, c'est ça. Bon, voilà, c'est une question vachement intéressante en réalité parce que moi, l'idée que j'avais intuitivement, c'est que l'AGI, c'est pas du on-off. C'est pas un jour on est des pauvres cornichons et le lendemain on a une super intelligence à la Skynet, tu vois. En fait, des IA généralistes, on en a déjà. Et bon, c'était mon opinion aussi, mais c'était l'opinion de certains chercheurs qui disaient aussi que dans une certaine mesure, des AGI, on en a déjà. Parce qu'on vient quand même de passer 10 minutes à discuter des aptitudes des modèles de langage, qui en ont des centaines, et alors que je rappelle qu'ils ont été entraînés à rien faire de tout ça. Les modèles de langage, ils ont été entraînés à prévoir des mots en fonction d'un contexte donné, et c'est tout. Et pourtant, ils savent faire plein de choses qu'on peut leur demander et en leur expliquant ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le in-context learning, et ce qui est abondamment utilisé. En fait, tu expliques ce que tu veux à un modèle de langage, tu lui montres des exemples et il le fait. Et ça qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote une certaine polyvalence et donc un certain niveau de généralité. Il n'est pas énorme, et surtout les IA qu'on a sont pas super performantes, mais ça montre que le chemin vers les AGI, c'est une route longue et complexe en réalité. Alors donc c'est Steph, qui est passé la semaine dernière, on le salue, qui m'a relayé un article qui formalise tout ça. En réalité, donc merci à lui, comme ça, voilà, je peux m'appuyer sur un article qui vient de chez DeepMind, donc ça fait super sérieux, tu vois, là, on n'a pas l'impression que c'est moi qui délire tout seul. Et donc, AGI, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait appel à l'imaginaire et qui veut dire des trucs très très forts pour certains, ça veut dire Terminator, quoi, tu vois, vraiment des trucs, des super intelligences, éventuellement méchantes, tout ça, quoi. Mais finalement, c'est pas pour tout de suite, les super intelligences, et si jamais on y arrive. Chez DeepMind, eux, ils ont une vision qui ressemble à la classification des niveaux d'autonomie pour les voitures autonomes, tout simplement. Sauf qu'en fait, on a 2 dimensions. Donc une IA peut avoir divers niveaux de généralité, c'est-à-dire savoir faire plus ou moins de choses différentes. Des IA qui repèrent un visage dans une image, et qui savent rien faire d'autre, elles ont une généralité de 0. Voilà, elles sont pas générales, quoi, elles sont spécifiques. Et puis bon, après, tu peux imaginer, j'ai des trucs jusqu'aux robots qui font ta lessive, le ménage et qui te font la conversation, voilà, alors qu'on n'a pas encore. Et donc, ils sont une généralité assez grande, et puis on a la généralité modérée, comme ChatGPT aujourd'hui, quoi. Et puis l'autre dimension, c'est la performance. Parce que c'est pas parce qu'une IA sait faire un truc qu'elle le fait bien, ou qu'elle le fait vite.
ChatGPT, il sait faire des calculs, mais il fait très mal. Il sait répondre à des questions de culture générale, mais il se plante régulièrement. Il sait faire un peu de logique, mais là encore, faut pas le pousser trop. Donc, dans les détails, dans l'article, il mesure donc le niveau de performance en le comparant à celui d'un humain. Si une IA est équivalente, voire moins bonne qu'un humain, on la qualifie d'émergente, c'est-à-dire qu'elle ne sert pas à grand-chose, quoi, globalement. Si elle est meilleure que la moitié des humains, elle devient compétente. Puis après, il y a des niveaux experts, virtuoses, et puis enfin surhumains, si elle dépasse 100% des humains, si elle dépasse tous les humains. Et on a déjà des IA virtuoses, comme AlphaGo, qui dépasse sans problème 99% des humains au Go, mais elle n'est pas générale du tout. Donc par ailleurs, ils établissent 5 niveaux d'autonomie, et en ce moment, on est au niveau d'autonomie, enfin au niveau de généralité qui est à peu près de 2, quoi. Et à chaque niveau, d'ailleurs, on a des risques différents, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais bon, l'AGI, finalement, c'est pas un seul concept, c'est une matrice de concepts, et on va continuer à se balader dans ce tableau, et jusqu'où, on ne sait pas, donc restez branchés sur Tech Café pour le savoir. Mais en tout cas, il n'y aura pas un épisode où on vous dira, ça y est, la frontière est franchie, vous l'avez compris, ce sera beaucoup plus compliqué que ça. On en sait un peu plus sur ce que tu nous avais présenté, Guillaume, et relayé rapidement dans un précédent épisode, sur Miku, alors je ne sais pas comment le prononcer pour pas que ça Miku. paraisse ridicule, mais Miku, Miku. qui Ouais, Miku, était probablement, pressenti, parce que, ouais, probablement Miku, c'était pressenti comme étant le nouveau modèle de langage de Mistral. Tout à fait, et oui, quelques rumeurs sur Miku, effectivement. Alors, Miku, c'est un truc qui venait de sources disparates, qui est plus ou moins, je sais pas si c'était Ouais. même pas 4chan d'ailleurs. Et donc, globalement, c'est vrai que je suis perdu dans mes notes, excusez-moi. C'était absolument issu d'une publication de C'est 4chan, 4chan, mais hein. qui Oui, pointait voilà, vers c'est ça. Uniface, mais ça a été mis en avant sur 4chan, Voilà. Et effectivement. ce truc, donc, est un modèle de langage qui a la puissance de GPT-4 ou pas loin. Donc, autant dire que voilà, c'était quand même un événement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde qui sont capables de créer un Bah truc oui. pareil. Et ben, ce qu'on suspectait s'est révélé exact, ou quasiment, c'est-à-dire qu'Arthur Mensch, le PDG de Mistral, a confirmé qu'il s'agissait bien d'un de leurs modèles. Donc une sorte de démo qu'ils avaient montré à des clients potentiels et qu'un d'eux a fait fuiter. Donc la bonne Il nouvelle... était a priori un peu trop enthousiaste, a priori, le testeur. Exactement, C'est ce qu'il très dit. très enthousiaste. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'envisagent pas du tout de faire la chasse aux copies. Donc pour Miku, c'est une ancienne version. Donc apparemment, voilà, vous pouvez le garder. Si vous... Bon, il a fuité, vous pouvez le garder. Voilà. Cette vieille version de développement un C'est peu naze, exactement vous ça. pouvez contenter de jouer avec. Nous avons bien mieux en magasin, C'est dit-il. exactement ça. Alors vous pouvez avoir un GPT-4 pour votre PC à condition d'avoir le matos, parce que c'est quand même 70 milliards de paramètres, donc c'est quand même un sacré gros calibre. Mais voilà, c'est quand même sympatoche de se dire que on a un nouveau modèle open source comme ça, super puissant. Il y a un acteur qu'on regardait du coin de l'œil en espérant qu'il nous proposerait des solutions prochainement et qu'on regarde encore plus peut-être depuis la sortie du Samsung Galaxy S24 parce qu'il a des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui semblent remporter une forme d'engouement auprès du grand public. C'est Apple et forcément, Guillaume, on a quelques présuppositions sur ce que va faire Apple. Bah oui, parce que au passage, le Samsung Galaxy S24, il est marquant de par ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Moi, je le disais, je trouve assez convaincante au premier abord pour du grand public, mais parce que le smartphone, ça reste quand même le fer de lance commercial pour Apple. Alors, il va falloir qu'ils se mettent à la page, Guillaume. Oui, après, voilà, c'est dans son speech aux actionnaires, là, puisqu'il y a eu donc les résultats financiers, il a confirmé que Tim Cook a confirmé que la marque allait introduire un gros truc dans iOS 18, un truc qui va faire mal. Voilà, sans jamais être spécifique, il mentionne tout de même de l'IA générative, voilà, confirmé pour une sortie pour l'automne. Donc voilà, après, on peut se tourner vers MacRumors pour gérer un petit peu notre frustration informationnelle de ne pas en savoir plus. Et selon eux, c'est le vétéran John Gianandrea qui dirigerait les projets autour des modèles de langage chez Apple. John, c'est un vieux de la vieille, il était déjà là du temps de Netscape. Mais il a surtout fait l'IA chez Google avant. Et donc Apple aurait déjà un chatbot de niveau GPT 3.5 qui s'appellerait Ajax, qui a été utilisé en interne. Et des efforts s'orientent bien sûr vers Siri, des efforts sur l'IA générative, qui se traduiraient par 4 milliards quand même d'investissements sur des serveurs pour l'IA en 2024, et des millions de dollars par jour dépensés à entraîner les nouveaux modèles. Siri pourrait à terme devenir presque une sorte d'agent autonome qui pourrait planifier ses actions, en plus d'être capable de mieux discuter avec toi, mais l'IA arriverait aussi dans un petit peu toutes les applications d'Apple Music à Xcode, avec des assistants à la copilote en pensant, donc des fonctions dont certaines dont ça ne pourra pas être là avant 2025, ce serait probablement échelonné comme sortie. Mais bon, tout ça provient de diverses sources disparates, et donc c'est à prendre avec des réserves. D'ailleurs, Min Chiku, notre analyste Apple favori, ne voyait en août dernier dans sa boule de cristal rien venir en en 2024. Donc c'est contradictoire, on verra bien. Il disait qu'Apple était de toute façon significativement en retard par rapport à la concurrence. Verdict à la WWDC, de toute façon.
J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas quelque chose d'annoncé, au moins pour introduire le sujet à la WWDC, mais on verra. En attendant, on a mieux à se mettre sous la dent concernant Apple parce que il y a la sortie de l'Apple Vision Pro qui s'est faite il y a quelques jours. Et évidemment, c'est l'occasion de voir fleurir toutes ces dernières périodes des tests en bonne et due forme, mais aussi l'appropriation par le grand public. Alors, c'était marquant hein, sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément les publications qui ont été les plus nombreuses, mais on a commencé à voir fleurir des publications avec des vidéos de personnes qui utilisent l'Apple Vision Pro dans des situations assez ubuesques, dans le métro, dans les transports, dans la rue. Évidemment, quand on prend un peu de recul et qu'on sait ce que c'est que l'Apple Vision Pro, on sait que c'est du bluff et que c'est une manière de profiter du buzz de la sortie de l'appareil. Guillaume, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui a accompagné le Et bah lancement oui, de ce produit? on parle enfin du Vision Pro, hein, il était temps, hein. Bon, il est Enfin, sorti, la Rolls-Royce des casques VR est enfin passée dans les mains de nous des testeurs indépendants et du public. Alors je sais que la pomme préférera se couper la queue plutôt que d'appeler le Vision Pro un casque VR, mais concrètement, sur le principe, c'est ce que c'est, puisque c'est très proche d'un Meta Quest 3 ou d'un casque Vario d'ailleurs, par exemple. Alors la version, le Vision Pro, bon bah voilà, tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est un casque VR autonome hein, qui met l'accent sur la réalité mixte avec un pass-through vidéo d'une qualité inégalée, tout comme le son, les écrans, hein, qui sont 4K 90 Hz par œil, et on a seulement 12 millisecondes de latence entre toi et la réalité, ce qui fait que tu peux carrément jouer au ping-pong avec, ce qui est effectivement assez impressionnant. On est dans du super haut de gamme, du luxe, hein, qui justifie une bonne partie du prix, hein, quand même, prix exorbitant de l'appareil, parce que bon, d'ailleurs, on voit partout 3500 $, mais en fait, faut pas oublier que si moi, là, tout de suite, je voulais en acheter un, il me faudrait des lentilles de vue, parce que le Vision Pro ne peut pas être utilisé avec des lunettes, et c'est 150 $ de plus. Et que 3500, c'est le prix de la version de 256 Go. Et pour un ordinateur, bah, c'est pas beaucoup, donc 512, ça me semble minimum, du coup, c'est 3700 $. Et tout ça, c'est hors taxe. Donc en fait, globalement, ça me coûterait 4620 $ d'acheter un Vision Pro aujourd'hui. Bon, voilà. sans compter la hausse de transport à 200 balles. Bon, passons. Voilà, donc bon, hein, enfin, on le sait bien, c'est pas pour le grand public. Alors, bon, qu'est-ce qu'en pensent les Et testeurs? ce qui est transparent, je trouve quand même au passage, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est qu'il l'ait appelé Pro. Je trouve que le message est assez clair. C'est un kit de développement Faut pas ça clair. accessible. Bref, Parce je trouve que qu'ils pour le font coup, que c'est des... la première fois qu'il y a un Pro, quoi. Donc Ouais, mais bon, ils font que des pubs lifestyle avec... ça c'est vrai. La communication autour est un peu confusante. Tu as raison. C'est bizarre, C'est je vrai. trouve, mais bon, c'est peut-être Mm. moi. Mais bon, d'une manière générale, tout le monde est bluffé hein, par la qualité de l'image et de l'immersion que ça procure hein, par rapport à la concurrence, la précision du suivi des mains, du regard, c'est remarquable. Hein. Les vidéos 3D mettent tout le monde d'accord, c'est magnifique. Hein. Les objets sont bien ancrés dans l'espace, le son est spatialisé, c'est très bien. Bon, l'autonomie est pas géniale, mais elle peut aller jusqu'à 3 heures, un peu plus, ce qui est finalement pas aussi terrible, enfin pas si terrible qu'on aurait cru, hein, c'est pas si mal. Il y a un Ouais. fil, c'est pas génial, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Il y a incontestablement un effet waouh à chaque fois. Voilà, c'est un produit classe, métal et vert. En termes d'appareil technologique, c'est une merveille. Hein, c'est une merveille d'ingénierie. Ouais, ça En a termes l'air. d'appareil, il Mm. y a ça, il y a pas, il y a pas, il y a pas. Bon, après, il y a aussi des bémols, hein, parce que c'est pas magique non plus. Apple ne spécifie pas la taille du champ de vision, probablement parce qu'il n'est pas si énorme, donc c'est une critique qui revient. Le Vision Pro ressemble à un casque de ski vu du dehors, mais apparemment vu du dedans aussi. Parce que le fauve apparemment est moins large que celui d'un Quest 3, et ça peut être un choix délibéré pour augmenter la densité de pixels perçus. C'est possible. Le champ de vue, a priori, est pas si large. Enfin, il est large, mais il peut être un peu plus réduit qu'on ne le pense, effectivement. Bon, après, le métal et le verre, hein, c'est un peu lourd. Le Vision Pro est 20% plus lourd qu'un Quest 3, ce qui se ressent en termes de confort, surtout avec le strap iconique, hein, celui qu'on voit partout, qui passe derrière la tête. Si tu utilises ça plus de 3/4 d'heure avec ce strap-là, ça va être douloureux parce qu'en fait, tout le poids est sur le visage. Alors, il y a aussi un strap qui est beaucoup plus classique, hein, avec le truc qui passe par-dessus la tête, hein, par les cheveux, là. Et là, t'as l'air d'un nerd, comme n'importe quel nerd avec un casque vert, mais bon, au moins, c'est confortable. Et enfin, le pass-through, la vidéo de la réalité que tu vois, c'est la meilleure qui soit disponible, mais c'est loin d'être parfait. Pour des écrans, c'est fantastique, mais c'est des écrans. Les couleurs, la lumière, tout ça est modifié, ça doit s'ajuster en fonction des conditions d'éclairage. Quand l'éclairage est plus faible, il y a du bruit. Parfois, le tracking se fait très mal quand dans la pénombre. Et puis, pour ce qui est de lire ses emails sur son téléphone à l'intérieur du casque, c'est pas si évident. Les yeux sont focalisés d'une manière qui est pas du tout naturelle, et certains n'arrivent pas à faire la mise au point en réalité, pour lire sur des écrans, des trucs comme ça. Sur Reddit, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont un peu déçus que ce soit pas comme dans la pub, en fait, tout simplement, en gros, hein, c'est ça. Mais bon, ça n'empêche pas d'autres de sortir dans la rue avec et de conduire leur Tesla avec. Et voilà, on dirait des cyborg Wish un petit peu, tu vois, c'est vraiment ça. Donc après le Glass Hole, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le Moron Pro, ou bien le Vision of the Beach.
Vishinovic. Sans compter que sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui font les intéressants, qui les portent en famille, au café, dès le petit-déj. Bon, voilà. C'est des réactions m'as-tu vu. Enfin, les réactions à tous ces m'as-tu vu sont assez froides en réalité. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est fun de placer des fenêtres partout autour de soi, d'avoir un écran géant entièrement réglable pour son Mac, parce que vous avez un Mac, hein, bien sûr. C'est carrément un morceau de science-fiction que tu portes sur le visage. C'est cool, mais en Ah, ça même a l'air temps, chouette. on peut quand même se poser la question du pourquoi et du pour qui. Parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de raisons, finalement, en termes fonctionnels, d'avoir un Vision Pro. Parce que les usages qu'il y a, ça se résume globalement à avoir des applications iPad dans l'espace. C'est comme si tu avais des applications iPad, mais en fait, tu les mets autour de toi. Tu peux regarder des vues en 3D aussi, ok. Et bon, la killer app, selon Marcus Brownlee, la killer app, c'est d'avoir un écran virtuel pour son Mac. Oui, alors, c'est des usages qui sont marrants, mais enfin, c'est quand même gadget, des substituts à des machins qu'on peut déjà faire par ailleurs. Enfin, je veux dire, avoir un écran externe, c'est ça la killer app. Tu sais, dans le train, c'est cool, c'était pas le mal des transports, mais bon, un écran externe, c'est pas une killer app, surtout pas pour un truc à 4000 balles. Donc à qui ça s'adresse? Un truc si cher qu'il est estampillé pro, mais qui est toujours marketé lifestyle? La valeur ajoutée pour les pros, ça va être quoi? Ça va être de faire du Word sur un écran virtuel de 100 pouces? C'est avec une fenêtre Spotify sur le mur? Non. Le vrai potentiel, c'est pas de répliquer ce qui existe déjà, mais c'est d'avoir des vrais objets en 3D autour de soi, de pouvoir interagir avec, d'avoir des apps volumétriques, de faire des choses que tu peux pas faire autrement. C'est pas juste d'avoir un écran externe. Et pour le moment, sur le Vision Pro, il n'y a pas des masses de trucs. Et après, je dis ça, moi j'aime bien la VR. Mais bon, vu le marché VR en 2024, c'est pas totalement mainstream la VR. Hein. Pour des raisons variées, hein, parce que c'est cher, c'est compliqué, physiquement et biologiquement, c'est pas toujours très bien supporté. Il y a un manque de killer app, hein, justement, ou de jeu, et puis il y a l'aspect social aussi qui demeure. On ne sait pas ce que tu vois, ça isole, quoi qu'on en dise, et on verra bien si Apple peut changer ça, mais c'est pas gagné du tout. Le Vision Pro, en l'état, c'est une version 1, et évidemment, tout est perfectible, disons. Le pass-through pourrait être pourrait être meilleur, l'appareil pourrait être plus léger, plus discret, plus autonome. Évidemment, il faudrait beaucoup plus d'applications vraiment spatiales. Et puis, il faudrait que ça coûte le prix d'un téléphone mobile, tu vois, si on veut remplacer le téléphone mobile. Est-ce que c'est ça l'objectif? Pour l'instant, le Vision fait ce qu'il peut avec la technologie d'aujourd'hui. Si le but c'est de remplacer le smartphone, ça ouvre aussi la voie à tous les clichés cyberpunk qu'on peut imaginer. Parce que ça veut dire qu'on peut pirater la vue de quelqu'un. Donc on peut manipuler ce qu'il voit, on peut modifier ce qu'il voit, on peut enregistrer ce qu'il voit. On peut soi-même choisir de vivre dans un rêve en appliquant des deepfakes en temps réel en permanence sur les visages des gens ou sur les objets. Le Vision Pro, c'est pas un épisode de Black Mirror, c'est une saison entière de Black Mirror dans 650 grammes. et en regardant les réseaux sociaux, d'ailleurs, on pourrait penser qu'on est passé direct en dystopie du jour au lendemain, mais bon, rien qu'à cause du prix, le Vision Pro va pas courir les rues dans la vraie vie demain à la veille. Surtout que on peut pas regarder de porno avec, donc bon, ça va quand même beaucoup limiter l'intérêt du truc. Mais bon, si un jour on a un appareil comme ça, technologiquement idéal, entre guillemets, il faudra se poser la question, est-ce que j'ai envie de porter des écrans sur la tronche H24? Est-ce que c'est bon pour ma santé d'ailleurs? J'aimerais bien savoir l'avis d'un ophtalmo sur la question de porter 10 heures par jour des écrans OLED à 2 cm de mes yeux, mais bon. Et puis est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai besoin? Si oui, qu'est-ce que ça dit de notre société d'ailleurs? Pourquoi je veux mettre en permanence un mur de données, entre moi et les autres? Socialement, c'est loin d'être anodin. Et si un jour tout le monde choisit délibérément de se cacher les yeux et de vivre dans une vidéo, qu'est-ce que ça dit de notre monde? Ça dit qu'on vit dans Ready Player One et que ça craint parce que c'est un mauvais film de Spielberg. Voilà, c'est ça. En plus d'être une dystopie molle et creuse, c'est un mauvais film. Bon, perso, j'y crois pas trop parce que je pense que socialement, porter un truc comme ça dans l'espace public en permanence, c'est trop problématique et à trop d'égards. En tant que casque VR, le Vision Pro, il est formidable. En tant que remplaçant du téléphone mobile, c'est un cauchemar. J'aimerais effectivement beaucoup le tester comme un casque VR, effectivement, et je dois reconnaître effectivement que les usages répandus, qui sont, comme je le disais, des faux usages et qui sont souvent créés pour faire le buzz, parce qu'en mobilité, ça fonctionne juste techniquement pas. On verra ce que ça donne. Bon, gardons à l'esprit que c'est un pro, que c'est un 1, etc. On verra ce que ça donne. Et puis on va au passage, on avait dit que YouTube et Netflix ne développaient pas d'app. A priori, YouTube a fait marche arrière. Alors par contre, ça me fait sourire parce que autant j'aurais pu concevoir que Netflix, qui gère ses contenus sur la plateforme, les arbitres en tout cas, auraient pu déployer des environnements autour de la vidéo qui auraient pu justifier une app pour le Vision Pro. C'est YouTube qui semble, a priori, d'après les rumeurs, et c'est pas officiel, mais faire marche arrière. Il y aurait bien une app YouTube qui serait dans les cartons
carton. Mais du coup, c'est du contenu qui est fait par les utilisateurs qui me semble pas du tout approprié pour faire de l'immersion, comme on peut l'imaginer, être une plus-value pour le Vision Pro. Donc bon, à suivre. En tout cas, c'est marrant, Guillaume, parce qu'en regardant la sortie du Vision Pro, il y avait aussi toute la collection des gens qui disaient finalement, le Quest 3, il est vraiment pas si mal que ça. Je peux déjà faire plein de choses. Donc c'est rigolo de voir que c'est un segment qui se nourrit. Alors justement, Guillaume, quoi de neuf du côté de chez Meta? Bah, la course à l'ordinateur sur la tête est lancée, hein. Meta va continuer ses quests, c'est une évidence, et mettre de l'IA dedans bientôt. Marc veut créer des super IA, je veux dire encore mieux que Snoop Dogg, hein, en maître de donjon, et il veut Ouais. en mettre dans des lunettes, il l'a dit, hein. Donc un futur quest, voilà, ce sera une tête de pont tout à fait acceptable. Meta a aussi donné ses résultats financiers, et durant l'annonce, il s'est vanté d'avoir une longueur d'avance d'ailleurs sur les autres en matière de données, puisqu'avec Facebook et Instagram, et puis WhatsApp même, il a déjà un dataset, voilà, déjà des données, mais à ne plus savoir qu'en faire, un dataset monumental qu'on lui a donné gracieusement. Tous autant qu'on connaît, Cadeau. qui est bon poster dessus, hein. Une montagne de données et pas de problème de droit. Quel luxe. Alors, vous pourriez vous dire que l'avenir du MetaQuest est compromis parce que ils ont quand même encore fait 4 milliards de pertes, le Reality Labs, hein, de Meta cette année. Mais pas du tout, Meta va mieux que jamais, et c'est d'ailleurs, le Reality Labs a aussi fait 1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui est un record. Et bon, Meta dans son ensemble, il a fait 135 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année avec un trimestre record, hein, qui a épaté Wall Street avec plus de 40 milliards. Il a même Ça en fait annoncé... des sous. Hein. Ah bah oui, ça fait des sous, et puis c'est à tel point qu'ils vont même payer des dividendes à leurs actionnaires. 50 cents par action, ce qui a évidemment propulsé le titre Meta dans la stratosphère peut-être pas, mais il est quand même passé de 400 à 480 dollars du jour au lendemain, et Meta pèse désormais 1180 milliards de dollars, et en plus elle envisage de racheter pour 50 milliards d'actions, ce qui va mécaniquement les faire encore monter. Donc voilà, hein, on se sent plus léger après avoir viré 20 000 personnes. Tu vois que c'était la bonne chose à faire. De son côté, Facebook a atteint les 2,1 milliards d'utilisateurs quotidiens, des chiffres qu'on n'aura plus à l'avenir, hein, donc voilà, parce que Facebook les fournira plus. Voilà. Donc Thread a dépassé les 130 millions d'utilisateurs, donc écoute, voilà, hein, et le revenu moyen par utilisateur, il est passé de 8,63 à 10 dollars. Tout va bien. Et puis, on va continuer à parler un petit peu des santé financière et des résultats avec beaucoup d'euros concernant Alphabet, la maison mère de Google. On oublie parfois qu'Alphabet, c'est la maison mère de Google. Ouais, puisqu'on y est et que c'est la saison, on va se faire une petite section résultats financiers, vous inquiétez pas, tout va bien pour tout le monde. Google a fait un chiffre d'affaires de 86 milliards au dernier trimestre, 13% de hausse, YouTube est en hausse de 15%, Google Cloud a gagné 9,19 milliards, une hausse de 25,6%, et de ce point de vue-là, Alphabet voit aussi les fruits d'une politique plus verte finalement, puisqu'il a étendu la durée de vie de ses serveurs. Donc en fait, le temps de ses services réglementaires de ses serveurs est passé à 6 ans. Auparavant, un serveur a une durée de vie de 4 ans et 5 ans pour les équipements réseau. Du coup, il a acheté moins et ça lui a économisé au total près de 3 milliards de dollars. C'est assez incroyable. Bon, cela dit, ça sera vite compensé par les achats de nouveaux serveurs pour l'IA, parce que voilà, ça va bon train aussi, hein. Donc Google va bien, et pourtant, le pauvre a beaucoup licencié aussi, et ça lui a coûté très cher. Songez donc 1,2 milliard en indemnité de licenciement pour ses 12 000 employés remerciés, et ça continue à encore un bon millier depuis le début de l'année, et c'est encore 700 millions de trésorerie qui s'échappent. Même fermer des bureaux, ça coûte cher, ça coûte un pognon de dingue tout ça, hein. Et puis, on continue avec Microsoft, Guillaume. Oui, un autre qui se sent bien léger, c'est Microsoft, hein, 62 milliards de chiffres d'affaires donc au dernier trimestre, et presque 22 de bénéfices, c'est en hausse de 33%, 60% des bénéfices viennent du cloud. Alors c'est moyen la joie sur les matériels, mais bon, voilà, ça va, on s'en sort quand même, hein. Et donc Microsoft, c'est quoi aujourd'hui ? C'est une compagnie cloud, avec 22 milliards de bénéfices, une compagnie de bureautique avec Office qui rapporte 13,5 milliards, une boîte de jeux vidéo avec Xbox qui ramène 7,11 milliards, et enfin, et en dernier, la boîte qui fait Windows, et qui gagne plus que 5,2 milliards, évidemment une fraction du total, quoi. Alors concernant la branche Xbox, c'est le total bordel en ce moment, hein. C'est peut-être un truc dont on aurait pu parler en section JV, mais enfin on peut en toucher un mot maintenant, puisqu'on y est, quoi, hein. La stratégie de Xbox, en ce moment, elle est devenue complètement illisible ces derniers jours, avec des rumeurs persistantes, hein, de portage, je sais pas si t'as vu, de portage de gros exclus sur Xbox. Je les avais mis dans la rubrique jeux vidéo, du coup je l'enlève parce que tu auras anticipé le sujet. Effectivement, il est question d'avoir des jeux Xbox qui arrivent sur d'autres plateformes. Oui, sur PlayStation 5 surtout, on parle de Hi-Fi Rush, mais aussi de Starfield, de Sea of Thieves, de Indiana Jones, il y a des bruits de couloir qui parlent même de Gears of War. Phil Spencer a tweeté qu'il y aurait une grosse mise au point la semaine prochaine sur la stratégie de Xbox, sans rien démentir. Ce qui signifie probablement qu'au moins certaines de ces rumeurs sont vraies. Et là, évidemment, le monde entier s'interroge.
qu'est-ce qui se passe? Après avoir dépensé quasiment 100 milliards de dollars pour récupérer des éditeurs énormes, hein, et supposément garnir sa Xbox d'énormément d'exclusivité, après avoir acheté Bethesda, après avoir acheté Activision Blizzard King, qu'est-ce qui se passe? Tu passes tes plus Comment est-ce grosses... qu'on pourrait avoir le Game Pass sur PlayStation? Mais ça, ils veulent Game Pass sur PlayStation, mais tu vois, Ouais. tu passes tes plus grosses exclus sur la console concurrente. Starfield, sérieux? Ouais. Priver ta propre C'est machine d'exclusivité, alors qu'en face, Sony, ben lui, il a plein d'exclusivités, hein, il va les garder. Ben, c'est le Ah meilleur oui. moyen de tuer ta console. Parce que tu la prives de sa raison d'être, tout simplement. Sortir tes jeux partout, bien sûr que ça rapporte plus. Très étrange. C'est logique. Ouais. Mais c'est logique si t'es un éditeur de jeux vidéo. Si t'es un consolier, c'est pas logique du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu vois, justement, hein, est-ce qu'on tient notre nouvelle Dreamcast? Microsoft souhaite-t-il rester en consolier? Tu vois? Et si Microsoft jette l'éponge et n'est plus Après un de telles consolier, acquisitions. ce serait dramatique. Parce que si, dans l'hypothèse où Microsoft abandonne la console Xbox complètement, Sony n'aurait tout simplement plus aucune concurrence, puisque la Switch, elle n'est pas sur le même segment, hein, clairement. Donc c'est pas très réjouissant pour le consommateur, ça. Hein, un acteur qui est complètement ultra dominant et tout seul en piste. Bon, on en saura plus la semaine prochaine. En attendant, on peut parler du chiffre d'affaires de Xbox, hein, qui a bondi de 61%. Et du coup, grâce à l'acquisition d'Activision Blizzard, hein, qui leur a apporté en brut 2 milliards de dollars. Alors, c'est les revenus d'Activision. Même si après, les coûts d'intégration, tout le bazar, finalement, ils écrivent une perte de 440 millions. Mais bon, l'année prochaine, ça sera le jackpot, puisqu'on compte sur une hausse de chiffre d'affaires de la branche Xbox de 40%, grâce justement aux revenus d'Activision Blizzard, quoi, qui vont énormément booster le truc. Mais bon, justement, l'avenir de Xbox en ce moment, au moment où on enregistre, en tout cas, il est très flou. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pour l'instant, c'est pas du tout clair, hein, vraiment. Après de telles acquisitions, arriver à se poser des questions de cet ordre-là est quand même déroutant. On parle aussi de PayPal. Hein. Là aussi, ça sent pas très bon, visiblement. L'an dernier, PayPal a viré 7% de ses effectifs, et cette semaine, c'est encore reparti avec 2500 départs supplémentaires. PayPal est sous pression avec une concurrence de plus en plus fournie, hein, avec Zelle, avec Apple d'ailleurs aussi, hein, et tant d'autres. Alors, c'est pour ça qu'elle vire des gens? Parce qu'elle perd de l'argent? Mais pas du tout. Elle a fait 7,42 milliards de chiffre d'affaires, soit 8% de mieux que l'année précédente. Et il a vu une croissance à 2 chiffres du nombre de transactions sur son service. Et malgré ça, le PDG note que les coûts sont encore trop élevés, que ça les ralentit. Voilà. Ah voilà, c'était ça. Incroyable. Donc il n'est pas le seul, hein, puisque Block, la nouvelle boîte de Jack Dorsey, qui s'est échappé de Twitter, donc vire aussi 1000 personnes. À l'origine, ça devait s'étendre sur quelques mois, mais finalement, ça se fera du jour au lendemain, comme de sparadrap qu'on arrache comme ça. Et puis Snap aussi, d'ailleurs, licencie encore des gens, et voilà, eux, par contre, ils ont un petit peu plus de problèmes à s'imposer, mais enfin bon, voilà. C'est vraiment, c'est pas fini, quoi. Les licenciements dans la tech, c'est incroyable, hein, ces derniers mois, là. Et quelque chose me laisse imaginer qu'en plus, c'est loin d'être terminé. Aussi, au passage, les acquisitions qu'on a présentées comme étant dans les gros titres des épisodes de Tech Café sont à reconsidérer, voire à abandonner. Et là, on peut parler d'iRobot pour Amazon, Guillaume. Ouais, encore un retournement de situation sur une affaire que je pensais plier, le rachat d'iRobot par Amazon, qui se fera pas finalement. Ouais. C'était une grosse acquisition à 1,7 milliard de dollars qui capote pour cause de complexité réglementaire. L'UE a lancé une enquête en juillet dernier sur un potentiel risque pour la concurrence, et il était devenu évident que ça pourrait pas se faire sans des négociations et des changements, des compromis assez importants de la part d'Amazon, qui a finalement jeté l'éponge. Bizarre, parce que l'UE n'a pas explicitement interdit le truc non plus. Elle voulait juste des garanties, donc c'est quand même un peu étrange comme comportement. Et donc iRobot va rester iRobot, et c'est pas une bonne surprise pour lui du tout, parce qu'apparemment il comptait pas mal sur l'argent d'Amazon, hein, donc son action a chuté de 20%, le PDG est parti, 350 employés vont être licenciés au début de l'année. Bon, c'est très difficile pour iRobot, hein, qui comptait sans doute sur le rouleau compresseur Amazon pour se défendre contre la pression des Chinois, parce qu'évidemment, des aspirateurs robots, les Chinois, ils en font beaucoup, malheureusement. Financièrement, une boîte qui est prévue pour être rachetée, qui finalement ne se fait pas racheter, je crois que c'est pas toujours évident, hein, de redresser la barre derrière et de maintenir la barque dans la bonne direction. On va voir s'ils arrivent à sortir leur épingle du jeu. Un petit mot pour terminer et presque conclure cet épisode avant d'avoir quelques mentions sur les jeux vidéo, Guillaume, pour les Raspberry Pi. Oui, il y a des choses qui nous rajeunissent pas, hein, c'est quand les enfants grandissent, ça nous rajeunit pas, hein. Quand ils deviennent à l'âge de quitter le nid et d'être enfin pénalement responsables des conneries qu'ils font. Pour moi, c'est un peu pareil avec le Raspberry Pi, tu vois, je l'ai vu tout petit, il y avait son mini processeur monocœur il y a 12 ans maintenant.
Il était tout mignon, et puis il est devenu plus fort avec ses 4 petits cœurs à 900 MHz, puis il est passé en 64 bits, et là j'ai su. J'ai su qu'il était capable de gérer son propre bureau graphique, comme un grand. Et ça s'est confirmé avec le 4 et le 5, hein, qui sont plus ces petites créatures mignonnes et friponnes qu'on a Oh là connues. non. Et aujourd'hui, ça y est, Raspberry quitte le nid, hein, il va entrer en bourse. On pouvait déjà s'en douter quand il a débarqué à la maison avec son nouvel ami, ARM, en novembre dernier, hein, qui a racheté une part minoritaire de la boîte, et qui lui quand même donnait une valuation de 500 millions de dollars. Hein. C'était déjà clair que c'était plus un bébé. Donc il est en âge de voler de ses propres ailes, voilà, de lever des fonds auprès d'investisseurs, de chercher la croissance au mépris de tout le reste et de licencier en masse comme toute grande personne responsable pour booster ses actions. Ah là là, ils grandissent si vite. Ouais, beaucoup trop vite. Et essayez de pas trop grandir, s'il vous plaît, les enfants. On termine, Guillaume, cet épisode avec une petite rubrique jeux vidéo. On parlait de la santé d'Xbox, on va pas revenir dessus. Par contre, il y a un autre truc dans le domaine Xbox qui n'est pas dans une bonne orientation, mais là, je crois que c'est en fait assez commun au global pour les jeux vidéo. C'est les disques, Guillaume. Bah, c'est une news que j'avais lue avant toutes ces rumeurs sur les exclus Xbox portés sur PlayStation 5 et toutes les interrogations et toutes les hypothèses que ça allait donner, quoi. Mais ça m'avait déjà peiné. Maintenant, c'est vrai que ça prend encore une autre justification. C'était un bruit de couloir qui vient de chez Christopher Dring. Oui, Dring. C'est le patron Comme du la site, sonnette. exactement, c'est le patron du site GameIndustries.biz. Bon, c'est un mec relativement bien informé en général qui révèle qu'un éditeur majeur lui aurait dit que plusieurs vendeurs européens avaient cessé de commander des jeux Xbox. C'est-à-dire qu'ils font plus de stock de disques, les jeux physiques, quoi, c'est fini pour cette machine. Et la raison semble être tout simplement que la Xbox est la plus digitale, hein, finalement, de toutes les consoles de salon. Hein. Microsoft est à fond dans le dématérialisé, sous toutes ses formes d'ailleurs, à tel point que les ventes physiques seraient plus là sur la machine et qu'on s'acheminerait à moyen, voire court terme, hein, vers un avenir comparable à celui du PC. Et en plus, il y a eu la fuite de la Xbox Series X sans lecteur de disque, hein, qui n'a pas aidé. Bon, même si les plans ont changé, en fait, ils ont manifestement changé plusieurs fois chez Xbox, hein, avec ces trucs-là, mais bon. Christopher n'a pas plus de précision que ça, par contre, hein, donc on ne sait pas exactement de quel détaillant il s'agit, mais bon, ça ne le surprend pas plus que ça. Et bon, les récents licenciements chez Xbox ayant touché aussi, et beaucoup même ceux qui s'occupent des versions physiques des jeux, ça reste cohérent. Il s'avère que Xbox souhaite devenir peut-être, plus, voire exclusivement un éditeur de jeux. En tout cas, c'est là qu'on en est pour le moment, quoi. Si le matériel passe au second, troisième plan, voire disparaît totalement, cette rumeur-là, finalement, change encore complètement de sens, tu vois. Qu'est-ce qui se passe pour Xbox? Pas forcément juste pour l'orientation avec Xbox, mais l'orientation globale du jeu vidéo chez Microsoft, quoi. Bon, on va pas revenir dessus, mais en ce moment, voilà, tout le monde se demande si Microsoft va pas nous faire une Sega, quoi. C'est-à-dire abandonner les consoles pour devenir un éditeur. Ce serait incroyable, enfin, je veux dire, d'un point de vue, si tu veux, de l'industrie du jeu vidéo, ce serait un changement absolument majeur. Ce serait majeur, effectivement. On en reparlera sans aucun doute dès qu'on en saura plus, et peut-être à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Tu parles de Sega qui a fait sa mue en tant que pur éditeur. Tu as retrouvé quand même une machine de légende de Sega. Puisqu'on parle de Sega, revenons rapidement, parce que c'est quand même marrant, hein, sur le Sega AI, qui est la tentative de la marque pour surfer sur la hype de l'intelligence artificielle des années 80. Parce que le Sega AI, c'est un ordinateur qui est absolument rarissime, qui est sorti en 86, et dont on ne savait quasiment rien, et puis il y a des archivistes de SMS Power qui ont publié plein d'infos dessus dernièrement. C'est très récent. Ils ont une machine complète et une quarantaine de jeux sur cartouche et cassette qu'ils ont rassemblés au cours des années. Hein, ça fait au moins 4 ans qu'ils travaillent sur le truc-là. Ils travaillent aussi sur une émulation via MAME, qui est partielle pour le moment. Et ça nous permet de découvrir le Sega AI Computer, qui en réalité est un ordinateur éducatif pour enfants assez classique, probablement proposé à quelques institutions scolaires au Japon uniquement, hein, et qui portait le nom AI parce qu'il utilisait un interpréteur Prolog au lieu du BASIC habituel. Et Prolog et Lisp, c'était des langages de l'IA des années 80, pour faire très simple. Pour faire très simple, d'ailleurs aussi, leur force, c'était de pouvoir faire des manipulations symboliques, c'est-à-dire pas juste avec des nombres, quoi, faciliter l'écriture de programmes qui utilisent le langage naturel et qui permettaient d'appliquer des raisonnements logiques de manière plus abstraite sur des concepts, tu vois, et pas juste de faire des calculs, en fait. C'était vraiment ça. Mais bon, rien ou pas grand-chose de tout ça, finalement, sur le AI Computer des 86, hein, puisque finalement le Prolog permet aux logiciels, disons, les logiciels utilisent le Prolog intégré pour un petit début d'interaction en langage naturel, mais il n'y a rien de foufou, quoi. Donc finalement, c'est une belle trouvaille d'archéologie informatique, hein, et ça illustre aussi une autre époque où l'IA était à la mode, avant un hiver et une nouvelle renaissance, hein, qu'on connaît depuis quelques années, quoi. Donc c'est marrant.
Vous pourrez évidemment revenir sur les dossiers autour de l'intelligence artificielle que Guillaume vous avait préparés, qui sont disponibles dans le flux du podcast. On termine pour un petit mot sur le State of Play, Guillaume, avec plusieurs présentations. Bah, plein ma main, mais d'ailleurs, il y en avait même trop, et je sais pas s'il y a quelque chose qui t'a... Eh ben, alors moi, j'ai décidé intéressant, toi, quand d'arrêter même. de suivre les grands... Oui, tout à fait. Je suis l'heureux possesseur d'une PlayStation 5. J'ai décidé quand même d'arrêter de me hyper pour les sorties parce que j'ai déjà, comme on dit, un back catalogue bien trop important. J'ai dans l'ordre, il faut absolument que je termine Zelda. Oui, c'est pas sur PS5, mais je veux absolument terminer l'histoire principale de Zelda Tears of the Kingdom que je n'ai pas fini. J'ai bien avancé. J'ai Baldur's Gate 3 que je rêve de pouvoir faire au moins en partie et au moins pouvoir commencer. Et puis j'ai reçu aussi The Last of Us Part 2 remasterisé. Donc tu vois que je n'ai absolument pas de temps disponible pour me d'accord. projeter. Mais ça a l'air Ah là très là. chouette quand même ce qui a été prononcé, ce qui a été Ben, présenté. je sais pas de place pour Stellar Blade, le nouveau Bayonetta. Non, mais de toute façon, ta femme n'aimerait pas. Non. Parce que quand même, c'est presque pas du tout sexualisé, c'est très rigolo, je trouve. Bon, enfin, il y a... Death Stranding est un titre que je n'ai pas trop suivi et que je ne connais qu'au travers de la jaquette de quelques images. Et puis a priori, j'ai vu qu'il y avait le 2. Alors, Death est-ce que Stranding, c'est l'occasion de se plonger dans l'histoire? c'est un jeu assez original, faut le dire. Death Stranding, il est assez spécial. Moi, j'ai pas accroché plus que ça, mais je reconnais que c'est un jeu vraiment spécial, vraiment d'auteur et qui a vraiment un gros intérêt. Et en plus, il est très très bien réalisé. Et alors là, c'est vrai que le 2, graphiquement, c'est absolument incroyable. La bande-annonce fait 9 minutes, ce qui est vraiment très long, et j'ai absolument strictement rien compris du début à la fin, mais par contre, les images sont vraiment très jolies. Au début, je me suis dit, mais c'est vraiment le bon jeu ou c'est un autre jeu, une espèce de scène de dissection un peu étrange? Mais bon, comme d'habitude, Dragon's Dogma 2, qui a l'air vraiment très sympa. Moi, j'ai bien aimé le premier, d'ailleurs, qui a l'air plus d'un jeu PS4 quand même, enfin, qui a l'air quand même vraiment sympatoche. Il y a Judas, qui est globalement un nouveau Bioshock, quoi, hein, avec une héroïne, apparemment, mais ça ressemble beaucoup. Il y a eu des annonces sur Silent Hill, il y a même un tout petit jeu, une sorte de démo Silent Hill, qui est d'ores et déjà disponible sur PlayStation 5, donc c'est pas mal. Finalement, le truc qui m'a le plus intéressé, c'est peut-être Rise of the Ronin, qui est vraiment Ghost of Tsushima cross Assassin's Creed, quoi. Enfin, c'est vraiment comme ça que moi je l'ai perçu. Et qui a l'air vraiment sympa, parce qu'il se passe en 1858, je crois, donc juste après que le Japon se soit réouvert au monde extérieur. Donc tu as cette confrontation, tu vois, c'est toujours intéressante entre le vieux Japon et le Japon plus moderne, tu vois, avec des maisons en pierre, l'influence occidentale et tout. Et donc ça a l'air vraiment sympa. C'est peut-être le truc que je retiendrai le plus, éventuellement. Visuellement, ça a l'air effectivement assez incroyable. Dave the Diver aussi, hein, qui est a priori annoncé Dave Diver, pour c'est très arriver rigolo, sur c'est un PC. jeu PC assez Ouais, mignon, assez sympa, effectivement, qui arrive. Mais bon, en avril. en avril, d'accord. Ouais, il arrive en J'ai avril pas sur PlayStation 5 avec une version Godzilla qui arrivera en mai. Faut regarder la bande-annonce, c'est rigolo. Ça a l'air remarquable. J'ai encore du mal à cerner le type de jeu que ça peut être, mais bon, écoute, si j'ai trop de temps dispo de cette année, je jetterai peut-être un coup d'œil. Il fait partie de ceux que j'ai surveillés dans ma liste. Merci beaucoup, Guillaume, pour avoir fait une surveillance assidue de l'actualité de la tech et du jeu vidéo. On est ravis de savoir que vous nous écoutez semaine après semaine. On est ravis aussi de vous voir rejoindre la plateforme Patreon, patreon.com/techcafé, qui nous permet bien évidemment de nous soutenir. Et de votre côté, vous pouvez profiter du flux du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub, mais aussi d'accéder désormais aux petits lives comme ça qu'on fera de temps en temps. Je ne mets pas la pression sur le sujet. Je veux vraiment garder un esprit un peu amical et familial, convivial de la rencontre du jeudi soir sur un sujet donné. On verra comment ça évolue et c'est l'occasion évidemment aussi de nous partager un petit peu vos attentes à ce sujet. Et si jamais vous avez des suggestions de thèmes, d'intervenants, de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à envoyer un petit message. En attendant, vous le savez, vous pouvez aussi réagir sur techcafé.fr dans les commentaires qui auront été corrigés pour remonter automatiquement sur le serveur Discord de TechCafé, techcafé.fr/Discord. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, mais on est aussi présent à titre individuel. Mais il faut quand même prendre le temps de vous dire où vous pouvez nous retrouver. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, je vais peut-être me mettre à prologue, hein, ça c'est peut-être, j'ai jamais touché, c'est peut-être l'occasion, mais bon, je pense que je vais pas tenir très longtemps et je pense que je vais retourner jouer à Ghost of Tsushima parce que j'ai toujours pas fini, j'ai honte, hein, mais j'ai toujours pas fini Ghost of Tsushima depuis. Je suis comme toi, tu vois, j'ai un back catalogue aussi important. C'est un vrai sujet, ça. Tu sais, quand on a un back catalogue important et qu'en plus on ne supporte pas de ne pas terminer les jeux qu'on commence comme moi,
Crois-moi, ma vie est difficile. J'aimerais presque me faire plaindre. En attendant, vous pouvez me plaindre sur les réseaux sociaux. Guillaume Vendée, que ce soit sur Twitter, sur Mastodon, sur Blue Sky, sur mon site guillaumevendée.fr. Vous aurez tous les liens. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous pas en fin de semaine parce qu'il y aura vraisemblablement pas d'épisode supplément cette semaine. Il faut bien que ça porte son nom de supplément pour ça justifie, tu vois, pour une semaine qu'il n'y a pas d'épisode supplément, ça justifie son titre de supplément. Mais par contre, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine en pleine forme pour un nouvel épisode de Tech Café. Rendez-vous dans quelques jours. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.